Europe 1, 8h33, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on en est aux grandes questions existentielles. Bon, on fera une exception pour le Nouvel Observateur. Les questions existentielles, visiblement, ça n'intéresse pas au Nouvel Obs. On est en pleine crise politique, la majorité est au bord de l'éclatement. Et comme l'Express hier, la une est sur l'immobilier. Bon, mais en revanche, pour les autres, à Libération, par exemple, on pose la question qui tue. Le gouvernement est-il de droite ? Le Parisien, Valls-Gattaz, c'est du sérieux ? Le Point, qui pour sauver la France ? L'Opinion a visiblement la réponse. Manuel Blair, point d'exclamation. Et le Figaro résume ravi la leçon sociale libérale de Manuel Valls. Une question ce matin Natacha, c'est quoi la gauche ? Bah oui, militants PS recherchent boussole politique désespérément. Oui, ce matin, les éditorialistes s'inquiètent pour ces quidams encartés au PS qui ne sont, nous dit Pierre Fréhel dans Le Républicain Lorrain, pas au bout de leur surprise. Libération tente d'éclairer ses lecteurs, ou plutôt d'assumer ce que son fondateur Serge Julier avait baptisé au début des années 80 la révolution libérale libertaire. Laurent Geoffrin, un peu emprunté, nous explique dans son éditorial qu'on peut rester de gauche et accepter ce qu'il appelle les contraintes du marché. Mais dans le Parisien, au moins les choses sont claires. Catherine Gasté nous décrit l'ambiance joyeuse des universités d'été du MEDEF et les commentaires ravis au discours du Premier ministre. L'UMP a trouvé son candidat. Ça développerait même leur verve comique au patron. Dans l'Opinion, l'un d'eux ironise. C'est comme si l'avion qui avait décollé au Bourget s'était écrasé à Jouy-en-Josas, non ? Alors bien sûr, ceux qui liront l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point, interview réalisée avant l'annonce de sa nomination, et dans laquelle le magazine nous précise qu'il s'exprime à titre personnel, se diront que le clivage gauche-droite n'a plus grand sens. Fin des 35 heures, révision du SMIC, baisse des impôts. Il suffit de comparer avec l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans Les Inrecuptibles pour comprendre que le mot gauche ne signifie quand même pas grand-chose. Lui explique que la gauche officielle doit finir son agonie. Il se positionne contre l'atlantisme de la politique étrangère française, contre l'inféodation économique à l'Allemagne, pour la prise en compte des crises écologiques. À gauche donc, la vieille gauche. Sur le site Causeur, David Dégouille analyse ce basculement idéologique et l'agitation de la droite contre la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, chantre des ABCD de l'égalité. Mobiliser la droite sociétale contre soi afin de faire croire qu'on est encore de gauche, écrit-il, pitoyable calcul qui va à l'encontre de l'apaisement de la société. Si d'un point de vue politicien, il s'agit bien d'un enfumage, les lecteurs de Jean-Claude Michéa savent que le libéralisme économique de Macron n'a rien de contradictoire avec le libéralisme culturel de Vallaud-Belkacem et Taubira. Oui, reste à savoir de quoi accouchera politiquement la clarification idéologique. Vous évoquiez Najat Vallaud-Belkacem, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, et bien on parle de l'école précisément. Mais oui, la nomination de Najat Vallaud-Belkacem agite tous ceux qui se souviennent de Michel Rocard en 1991, estimant que l'enjeu était tellement crucial qu'il faudrait que le Premier ministre lui-même prenne en charge le portefeuille de l'éducation. Là, quand on lit la double page du Parisien sur les nouveaux chantiers de la ministre novice, programme, évaluation des élèves, on comprend ce que Le Monde baptise le blues des professeurs. 4 ministres en 2 ans, rappelle le journal. Dans le Nouvel Observateur, la sociologue Marie Durubella évoque, pour finalement la justifier, la suppression en juillet des bourses au mérite pour les étudiants. Au motif, selon elle, que l'élève qui réussit a sans doute eu plus de chance que celui qui échoue. Peut-être, mais si les différences de conditions ne sont pas liées à la récompense du mérite, elles trouvent d'autres causes, la naissance, l'argent. Il faudrait demander à la nouvelle ministre ce qu'elle en pense. La détresse des migrants de Calais, tout à fait autre chose à présent. Oui, il n'a plus question de mérite, mais de misère et aussi d'idéologie. C'est un reportage du Nouvel Observateur qui nous raconte à Calais la guerre autour des migrants, entre les associations d'aide, les gens qui viennent leur porter à manger, et les militants du mouvement No Border, né en Allemagne, mais qui brasse toute une jeunesse bourgeoise d'extrême gauche, qui organise des squats, qui développe des thèses contre les frontières et le système. Le système qui les fait quand même vivre puisqu'ils refusent de perdre leur vie en la gagnant et touchent donc le RSA. Au milieu, des malheureux qui espèrent passer en Angleterre et travailler, s'intégrer au système. On parle immobilier, mais là pas du prix au mètre carré. Vous avez dégoté un appartement aux merveilles. Mais oui, c'est un article du Point qui nous raconte l'histoire incroyable d'un appartement parisien resté fermé depuis 1940. Sa propriétaire meurt en 2010 dans un petit village du Sud, elle a 90 ans, et le notaire découvre l'existence de ce bien. Un commissaire-priseur est dépêché, il écarte les toiles d'araignée, déplace la poussière et découvre alors une autruche empaillée, mais aussi des trésors de meubles art déco, un tableau de Boldini vendu depuis 1,7 million d'euros.
Pourquoi Solange Beaugiron, partie dans le sud devant l'avancée des Allemands, n'est-elle jamais retournée dans son appartement dont elle payait consciencieusement les charges? Alors ça, mystère. Mais sans enfant, elle a légué tous ses biens à l'épicier de son village qui lui apportait ses courses. Dis donc, bonne livraison. C'est pas une livraison gratuite, ça. On termine avec une pilule miracle. Ça y est, vous l'avez. Oui, imaginez qu'en gobant une petite gélule, vous mémorisiez tout à coup tout Shakespeare. Une autre et vous maîtrisez l'anglais. Les Inrecuptibles nous racontent les prophéties d'un scientifique américain, le même qui, en 1984, avait imaginé l'arrivée des écrans tactiles et du livre électronique. Donc, c'est pas un farfelu. Et là, ça marcherait par modification des circuits neuronaux. Bon, certes, nous dit Nicolas Caro, nous saurons Shakespeare, mais nous n'en aurons pas fait l'expérience. Oui, c'est une drôle de conception purement mécaniste du savoir. Mais si ça se trouve, le problème vient de là. Il y a au gouvernement des gens qui ont gobé la gélule de la gauche, mais visiblement, c'est pas une expérience vécue et intériorisée. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1.